Les dérives observées dans la société sont souvent le corollaire de la qualité de l'environnement familial. Changeons notre société à partir de la cellule familiale, inculquons des principes, des valeurs dans nos familles et la société aura des citoyens vertueux. Fina Family, sans préjugés ni jugements, décrypte les réalités des familles monoparentales, recomposées et conventionnelles. Comprendre ce qui n'a pas marché, mais surtout proposer ce qui pourrait marcher. Fina Family, c'est tous les lundis et mardis, 16h-17h sur ABK Radio 89.9 FM. Fina Family, la famille est sacrée. Merci d'être à l'écoute de ABK Radio et bienvenue sur l'émission Fina Family. Très chers auditeurs, le veuvage entraîne une multitude de problèmes économiques, sociaux et surtout psychologiques au cours de la première année qui suit le décès du partenaire. La perte du conjoint est l'un des événements les plus négatifs de la vie. Le traumatisme qui suit le décès du conjoint semble être plus important chez les femmes que chez les hommes. Le décès du partenaire entraîne le deuil traumatique, la dépression, l'anxiété, la peur d'être seul et la perte d'estime de soi. Le plus grand problème du veuvage reste d'ordre émotionnel selon les spécialistes. Même si le mariage a été un mauvais mariage, le survivant ressent la perte de sa moitié. Il perd son rôle de conjoint. Sa vie sociale passe d'une vie de couple à une vie en société où elle sera désormais considérée comme étant célibataire. Surmonter la douleur après le décès de la conjointe ou du conjoint, telle est la thématique de Fina Family de ce jour. Et nous sommes très heureux de vous avoir à l'écoute de cette autre édition sur les antennes d'ABK Radio, très chers auditeurs. Nous avons deux invités dans le cadre de ce programme de ce jour. Une qui fera avec nous un partage d'expérience. Elle, c'est Dame Aimée Ténésso. Elle est fondatrice du mouvement Secours pour les veuves et les veufs. Nous avons le plaisir de la recevoir sur ABK Radio dans l'émission Fina Family. Dame Aimée Ténésso, bienvenue sur ABK Radio. Merci Fifi, bonsoir à toutes et à chacun. Bonsoir à tous vos millions d'auditeurs. Bonsoir également à tous ceux-là qui sont prêts à m'écouter. J'espère bien que je ferai votre fierté. Voilà. Merci. Nous sommes sûrs que vous ferez notre fierté. Rien que de vous avoir à nos côtés dans ce studio, nous sommes déjà très fiers. Rassurez-vous, Dame Aimée Ténésso. Elle est également là. Nous avons toujours le plaisir de lui dérouler le tapis rouge. Elle, c'est Dame Dimone et Barbara Ekoto. Elle est coach familial et spécialiste de la santé mentale. Nous nous intéressons à la santé mentale des veuves ce jour dans le cadre de Fina Family. Dame Dimone, bienvenue et merci d'être là. Merci. Je voudrais comme ça saluer ma copanéliste, la dame qui est avec nous. Merci. Et je la salue chaleureusement et profondément. Je lui communique beaucoup d'amour, ainsi qu'à tous ceux qui passent par la situation par laquelle elle est passée. Oui. On va donc penser ce jour à toutes les femmes veuves, à tous les orphelins, à tous les hommes veufs, parce qu'on met beaucoup plus l'accent sur les femmes veuves. On a tendance à oublier les hommes veufs, je ne sais pas pourquoi. Donc, cette émission vous est dédiée et vous êtes consacrée. Et une émission également qui intéresse tout le monde, hein, parce qu'on ne sait jamais, le statut peut changer à tout moment de notre vie. Il faudrait qu'on soit bien préparé à savoir ce qu'il faudra faire ou ne pas faire. David Ma Jeunesse Vogo assure la mise en onde de ce programme si donifica que je suis pour la présentation de cette autre émission de Fina Family. On souffle en musique et on se retrouve juste derrière ceci, très chers auditeurs, pour aborder la thématique du jour. On est venu me dire
Merci de nous rejoindre sur la fréquence utile et agréable. Merci surtout d'écouter ABK Radio et l'émission Fina Family, cette émission consacrée aux familles monoparentales, familles recomposées, familles dites conventionnelles, à la vie de couple, à celle des enfants. En fait, c'est presque toutes les thématiques qu'on aborde dans le cadre de ce programme. Aujourd'hui, on s'intéresse à la situation mentale de la femme veuve et nous avons pour partager son expérience Aimée Tenasso, elle qui a perdu son époux il y a de cela quelque temps, et nous souhaitons savoir depuis combien de temps exactement cela est arrivé, Aimée. Merci Fifi, merci pour la question. Je rappelle que je suis Aimée Tenasso et fondatrice du mouvement Henri Tenasso Secours aux veufs et aux veuves. Donc, l'histoire triste et tragique est arrivée depuis le 2 février 2024. Donc, aujourd'hui, ça fait pratiquement 9 mois, bientôt 10 mois, que mon cher et tendre époux, il est parti. Et ce qui est plus tragique, c'est la façon même que les choses se sont passées, parce que nous nous sommes séparés aux environs de 8h30 alors qu'il allait à son lieu de service. Et moi, je suis restée sortie de la maison à 11h et je faisais un voyage. Quand il partait, il me dit, bon, chérie, tu voyages bien, je t'appelle le soir. Et moi, je suis toute enthousiaste. Je lui dis, ok, tu passes une très bonne journée et j'attends ton appel. Et à 11h, quand je sors de la maison, je fais un tour à mon lieu de service et après, je prends la route aux environs de 13h. Sauf que j'ai reçu plusieurs coups de fil qui me demandent, mais comment va tonton Henri? Je dis, il va bien, il est sorti avant moi, je crois qu'il va bien. Il y a quoi? On me dit, non, il n'y a rien, ça va. C'est quand j'arrive aux environs de Consamba que je reçois un appel qui me dit, tu vas rentrer sur Douala, j'ai appris que tu voyages, ton mari a les sourcils à la Quintini. Je dis, comment? C'est pas possible. J'ai appelé une deuxième personne, il me dit, va sur Facebook, tu vas voir l'information. Je vois l'information sur Facebook, c'est le directeur de l'hôpital à Quintini qui a publié. Et je n'avais pas tout de suite vu qu'on parlait des décès, j'ai vu accident de circulation. Heureusement, je voyageais avec une personne très gentille qui fait chemin retour. J'arrive à la Quintini quand il est 20h30. Je cours aux urgences, mais seulement l'officier des urgences me dit non, vous allez appeler la personne qui est à côté de lui. Et je me renseigne à ses frères qui est à côté de lui. On me dit c'est tel, mais seulement que ce n'est pas les urgences d'ici, c'est plutôt les urgences de l'autre côté. Quand je vire là où on m'a indiqué, je vois tous nos amis et connaissances, la famille rassemblée. Je demande non, ne me dites pas ça. On me dit oui, c'est ça. C'est ça. Malheureusement, c'était ça. Vous redoutiez l'information que vous ne vouliez pas entendre, c'est celle-là que vous avez entendue. Voilà. J'arrive là dans la salle, on me dit viens identifier le corps, il souffre depuis, il faut bien que tu identifies comme le gars. Je dis non, vous n'allez pas me dire ça. On me dit c'est ça. Je dis comment alors ça arrivé? On me dit accident comment? On me dit la moto. Est-ce qu'il a pris la moto comment? C'est là on m'explique que en fait il arrivait à la Quintini à 11h et à 12h il avait déjà rendu là. Je dis que c'est pas possible. Et je n'étais pas informée. C'est moi qui suis souvent avec lui, on monte, on descend, on se bat ensemble. Mais comment cette fois-ci, je n'ai même pas été là pour lui porter secours, pour lui dire chérie, ça va aller, pour le rassurer, pour faire ce qu'on fait souvent quand les gens sont en difficulté. J'ai eu très mal, j'ai sombré dans les émotions, dans la tristesse et voilà comment j'ai reçu cette information. Donc ça fait 9 mois que Henri est parti. Et depuis que Henri est parti, comment est-ce que vous vous sentez? Depuis son départ tragique, je suis vide. Je me sens vide émotionnellement et même dans mon entourage au quotidien. J'ai toujours la sensation qu'il y a quelque chose qui me manque, une partie de moi est partie. J'ai manqué de force à un moment donné. Même pour me nourrir, j'arrivais pas, pour prendre soin de moi, c'était pas possible. Et jusqu'à aujourd'hui, j'arrive pas à me retrouver et je profite par là pour remercier tous mes amis qui ont été présents, qui n'ont fait que montre de disponibilité. Chacun qui me dit toujours, si tu as besoin de n'importe quoi, fais-moi appel, n'aie pas peur. Je profite par là pour leur dire merci, notamment mon patron qui, lui, est très présent, vraiment, il est très présent. Il écoute l'émission et il va se reconnaître. D'accord. Et vous avez, dans le cadre de nos échanges en off, signalé que ce n'est qu'après que tout le monde soit parti, que vous avez commencé à ressentir ce vide, que vous vous êtes senti très mal et à ce moment-là, vous avez posé la question de savoir, mais qu'est-ce qu'on fait de la santé mentale de la veuve? Oui, Fifi, effectivement. C'est après
les cérémonies funestes au village, après les cérémonies traditionnelles, il fallait qu'on m'accompagne, qu'on me raccompagne à mon domicile. J'ai d'abord dit dans un premier temps, non, je ne veux pas avoir une ambiance de deuil, vraiment prière de m'épargner de cela. On m'a dit, non, 2 mamans vont t'accompagner. J'ai dit, je n'ai pas de foi, je ne veux pas voir ça rapport, ça va me traumatiser. Mais on m'a dit, c'est la tradition, tu vas faire comme ça. Et justement, j'ai dit, ok, mais pour une maman, c'est une seule qui m'a accompagnée, elle a fait que 2 jours, elle est partie. Là, la maison est vraiment restée vide. Et je voulais justement affronter cette réalité. Mais c'était très vite, Fifi, je ne vais pas te dire ça. Oui. Tu ne peux même pas imaginer. Ma maison était devenue comme si j'étais dans une vaste planète où j'étais seule subitement. Oui. Une maison qui hier était pleine, mais aujourd'hui, parce que papa est parti, elle est devenue très vaste et je sentais ce vide-là. J'avais même peur d'aller d'une pièce à une autre. Oui, oui. J'avais peur de rester seule au salon. J'étais toujours obligée de rester dehors, à attendre que les enfants rentrent de l'école avant. Oui. Nous restons ensemble. C'était très le vide est immense. Il est même indescriptible, je veux dire. Oui, oui. On peut l'imaginer quand vous nous décrivez ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez ressenti. Et qu'est-ce qui a changé après la disparition de Monsieur Henri Ténésso? Ce qui change sur tous les aspects de ma vie, je dirais, il y a eu des changements. D'abord, sur le plan émotionnel, c'était quelqu'un de très attentif, très attentionné. Oui. C'est-à-dire qu'il était prêt à aller. C'était un lion, c'était mon lion, en fait. C'était un lion avec un cœur d'ange. Donc, il était prêt à aller partout où il va falloir, parce qu'il va sauver son honneur, l'honneur de sa femme, l'honneur de sa femme. Donc, il était très jaloux de l'image. C'était votre héros à vous. Voilà, c'est ça. Et le héros des enfants. Des enfants, beaucoup plus pour les enfants. Oui. Quand j'en parle, j'ai la chair poule. Donc, c'était un héros pour nous. Et là, je me sens seule quand il est parti. Dans ma chambre, j'ai eu de la peine à rentrer, dormir dans le lit seule. Oui. J'arrivais pas. Mes enfants m'ont accompagnée pendant au moins 6 mois. On dormait tous à 3. Vous aviez déjà fait combien de temps de mariage avant son décès? On en avait fait 21 ans. D'accord, 21 ans de mariage. 21, on s'est mariés. Combien d'enfants? On en a 2, mais on a une adoptive, sa nièce. Oui. Et l'aînée à quel âge? L'aînée, elle a 20 ans. Oui. Oui. Donc, elle, par contre, elle n'est pas dans la ville. Elle n'est pas ici, elle n'est pas avec nous. Oui. Mais c'était la complice de son père. Là, ça, c'est encore un des changements. C'est un challenge même que j'affronte là depuis. Parce que lui, il avait l'habitude de causer avec Mégane. C'est-à-dire, quand elle l'appelle, il est même capable d'annuler son programme de la journée parce qu'il va causer avec Mégane. Oui. Au courant de la journée, il les relance, il s'appelle, jusqu'à il annule ses rendez-vous. Mais moi, je ne suis pas trop genre causerie de téléphone. Quand il m'appelle, il y a quoi? Tu veux parler de quoi? Il faut passer à l'essentiel. Voilà. Oui. J'ai répondu à tes préoccupations. Oui, maman, que tu passes une bonne journée. Oh, papa, il n'était pas comme ça. Oui. Lui, il va causer, il va te dire. Il était à l'écoute. Il était à l'écoute. Oui. Il appelait même partout là que non, il y a telle situation qu'il va falloir résoudre. Essayer de voir comment ça va marcher. Mais moi, c'est pas trop ça. Donc, c'est un challenge. J'ai même très peur. Je sais pas comment je vais souvent gérer ces situations. Ça fait partie des changements observés. Il était aussi du genre, quand j'allais peut-être au travail, puis je suis rentrée à l'école, c'était par son concours. Oui. Quand moi, mon programme des cours me faisait terminer tard, quand je rentre, il a fait la cuisine. Et je me rends compte comment... Quand j'arrive à la maison maintenant, il faut qu'encore je rentre à la cuisine. Et je vois mes filles, je ne peux pas les abandonner. Je suis obligée de faire un petit truc pour elles. Et je dis, c'est à ce moment, quand je le fais, dans cette difficulté, je pleure toujours. Je dis, s'il était là, s'il avait été présent, ça n'aurait jamais été pareil. Il y a des circonstances, par exemple, où il y a une cérémonie entre des amis. Ça change, parce que quand il était là, tu étais informé de l'information, tu étais informé de l'événement. Mais depuis qu'il est parti, tu n'as plus aucune information. C'est-à-dire, tu es dans ton monde, tu es obligé de tout reconstruire. Tout le monde t'a oublié. Voilà, justement. C'est même le mot. Je me sens comme oubliée, comme abandonnée dans mon histoire. C'est un peu ce que je traverse au quotidien. C'est vrai que je suis sans voix, je n'ai pas vraiment de mots, parce que tout ce que je suis en train d'écouter là, ça me fend le cœur. Dame Dimo, avez-vous l'habitude de recevoir les femmes veuves qui souffrent de certains traumatismes, comme c'est le cas actuellement pour Aimée Ténésso, elle qui a perdu son mari il y a de cela 9 mois? Pas que des femmes. Nous avons, j'ai des hommes aussi qui sont dans les difficultés après avoir perdu un conjoint et qui n'arrive pas à se relever. Oui, nous en rencontrons tous les jours. La mort, malheureusement, ne prévient pas, comme on dit. Et à partir du moment où on est vivant, nous sommes tous des candidats à la mort. Oui. Et quel que soit l'amour que la personne a pour vous,
C'est quoi les symptômes qu'ils présentent très souvent, ces personnes qui ont perdu leur conjoint ou leur conjointe? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Il y a plusieurs étapes. Qu'est-ce qu'elles vous disent, oui? Il y a plusieurs étapes, ça dépend vraiment d'à quel moment, à quelle étape se trouve la personne. Oui. Au début, lorsqu'il y a le deuil, il y a d'abord un déni. Ça, la première chose qui... Non, ce n'est pas possible, la personne n'est pas décédée, non, ne me le dites pas. Et quand ils arrivent dans cet état-là, ils sont vraiment dans la négation. Ils rejettent l'information. Il faut qu'ils reviennent. Comment je vais vivre sans lui? Ce n'est pas possible. Il n'est pas parti. J'étais avec lui hier. Il y a un déni total qui se passe à un moment. Oui. Et ça, c'est vraiment la première partie que la personne a immédiatement à ce moment-là. Après, il y a une grosse colère qui peut entrer. Mais pourquoi telle personne l'a cogné? Pourquoi? Ça dépend vraiment de l'étape où la personne. Oui. Parfois, ils sont dans l'étape de colère. Ils en veulent énormément à tous ceux qui ont participé au décès de la personne. Il y a beaucoup de colère qui peut se manifester à ce moment-là, surtout en fonction de la raison du comment du décès. Oui. Et après cette phase-là, il y a beaucoup qui tombent maintenant dans la dépression. Il faut dire que la première phase dans le déni, là, c'est juste quelques jours. Quelques personnes vont à plusieurs mois. Oui, la personne qui est décédée. Même pas, certains ça ne prend que quelques jours, jusqu'à quelques mois. Il faut savoir que ça dépend vraiment de chaque personne. Oui. Ça dépend en plus de la relation qu'on avait avec le partenaire, ça dépend de l'accompagnement de ceux qui sont autour de nous. Est-ce qu'on a suffisamment de personnes pour nous porter, etc. Oui. Vraiment, la durée du deuil dépend d'un certain nombre de choses. Il faut vraiment que, voilà, on soit... Et puis, ça dépend aussi si la personne était malade. Des circonstances, si quelqu'un fait 6 mois de maladie, vous avez vu la personne partir, le deuil est différent que des deuils violents, brusques, on ne s'attendait pas, etc. Donc, c'est toujours un peu plus long. Ceux qui reçoivent ces chocs post-traumatiques même, souvent, c'est tellement dur que parfois ils recommencent à repenser à ça, à voir des scènes, à voir, etc. Donc ça dépend vraiment. Après cette période de dépression où on n'a plus envie de la vie, on n'a pas envie de manger, on s'habille d'une certaine façon, on n'a plus envie de se coiffer, on n'a plus envie, on est dans la phase de dépression. Là, on a envie de rien en fait. Et vraiment, cette phase-là, ça peut durer entre plusieurs mois et quelques années. Ça dépend vraiment des gens. Et finalement, il y a la phase de l'acceptation. Quand on sort de cette dépression-là, on finit par accepter sa situation. Oui. Et lorsqu'on accepte sa situation, on se met en place pour pouvoir remonter la pente. Donc, quand ils arrivent, ça dépend vraiment de l'étape dans laquelle ils se situent. Et à partir de cette étape, on essaye de les faire, d'accélérer le processus pour les amener jusqu'à l'acceptation. Oui. Dame Aimée Ténésso, il y a quelle étape vous avez déjà traversé l'étape du déni, vous avez traversé l'étape de la colère, vous avez traversé l'étape de la dépression. En fait, vous êtes dans l'étape de la dépression où vous avez déjà accepté que c'est arrivé, il va falloir vous y habituer, vous y faire. Tant que j'ai évalué mon ressenti, mes émotions, je crois que je suis en train d'amorcer l'étape. Je suis en train de finir avec la dépression et j'amorce l'étape de l'acceptation parce que j'ai déjà commencé à revoir mon style vestimentaire, par exemple. J'ai déjà commencé à me dire, mais je vais faire comment, j'ai remué dans tous les sens, il ne va plus jamais revenir. Ça veut dire que je devrais déjà penser à moi. Actuellement, chaque fois que j'essaie de poser un acte, je fais un prolongement dans sa façon de m'observer parce qu'il me disait, chérie, tu es belle. Non, chérie, j'adore. Je suis obligée de me prolonger dans sa façon de m'observer, de me regarder, maintenant pour pouvoir me tailler un style de vie. Donc, je crois que là, je suis en train de partir de la dépression pour l'acceptation. Et il faut dire que pour y arriver, vous avez même dû, parce qu'il fallait évacuer toute cette douleur, créer une plateforme qui vous permettait d'échanger avec d'autres personnes, question de vider un tout petit peu. C'était comme une sorte d'exutoire. Comment ça s'est passé? Tout à fait, Fifi. Je reste à la maison. Ça, c'était après le 2e mois. Je sortais pas. Je ne voulais même pas mettre mon nez dehors parce que je savais pas quelle identité j'avais. Je savais même pas comment on va m'indexer. Je suis jeune fille, je suis femme mariée, je suis
célibataire, je suis quoi, je sais pas. Jusqu'aujourd'hui même, je continue de questionner là-dessus. Et un matin, j'ai envie de parler. Et ceux qui sont autour de moi, très peu ont cette expérience. Ma mère, par contre, mon père est là. Donc ma mère ne connaît pas la douleur d'une veuve. Je la regarde, elle se peine, elle veut me comprendre, mais elle n'arrive pas en fait parce que elle n'est pas passée par là. Elle n'est pas passée par là. Elle est même plutôt inquiète quoi. Et je veux parler, ceux qui viennent me dire, Mamie, Asia, ça va aller. C'est seulement le cœur. Avant toi, il y a eu les autres. Et après toi, il y en aura d'autres. Sauf que ces paroles ne sont pas suffisantes. Ça ne va pas à l'endroit. Je suis toujours traumatisée. J'ai toujours très mal. Je me dis, non, elle ne m'a pas compris. Et je continue de souffrir. Et puis, ce matin-là, c'était un jeudi. Je reste à la maison couchée dans mon canapé. J'avais un petit coin où j'avais fait son sentier, le sentier d'Henri. J'avais mis ses photos, ses bougies. Et voilà. Je suis restée là-bas. Une idée me vient. J'ai créé directement une page Facebook où j'ai dit Fondation Henri Ténéso. Bon, ça va nous permettre de partager nos expériences. Bon, immédiatement, j'essaie de créer comme ça une ligne éditoriale et je commence à créer des histoires, des petites histoires que je raconte. Et moi, ça me permettait de me vider, ça m'apaise. Et c'est comme ça que les autres veuves aussi ont commencé. Elle a venu s'exprimer et à raconter même les histoires. Et j'ai compris, j'étais même pas seule dans cette situation. Il y en a plusieurs qui ont aussi perdu leur mari, soit par accident vasculaire, soit par accident de circulation ou de courte maladie. Mais quand elles viennent, elles parlent, moi je comprends que je suis donc pas seule dans cette situation. Et bon, là, on a créé un réseau de soutien. C'est qu'on essaie de se raconter nos histoires d'Henri finalement et de passer rapidement à l'étape qui suit. Bon, le réseau est là, il existe. Nous partons généralement par de la plateforme Facebook, on se retrouve sur WhatsApp, on essaie de créer des séances d'écoute, on partage nos expériences en fonction des situations rencontrées. Voilà. Et cela vous fait beaucoup de bien? Donc moi, ça me fait du bien. Cela m'a permis de comprendre que, en fait, quand tu es dans cette situation, il faut tendre la main à celles qui sont également dans la même situation. Il faut s'entraider. Il faut, pendant que nous souffrons ensemble et évoluons ensemble. Voilà, nos histoires inspirent puisque c'est encore un autre statut dans la vie où il n'y a pas de mentor. Véritablement, il n'y a pas de mentor. Oui, tu es obligé de te créer. Moi, je me suis façonnée toute seule. Parce que chacun qui vient te dire, ça va aller, mamie Asia. Mais ça ne va pas à l'endroit, juste là, je souffre. C'est quand une dame qui, elle aussi, moi, ma voisine, elle a perdu son mari par accident. Elle est venue me raconter, c'était la même histoire, mamie. Mieux ta part, même, il a fait, son corps était entier. Le corps de ma part était dépiécé. Je suis venue le trouver. C'est ma voisine, je lui fais un big up. Voilà. Je suis venue le trouver. Il était méconnaissant, maman. J'ai seulement serré le cœur. Alors qu'on a posé à 15 ans, on organisait l'anniversaire de l'enfant. C'est quand elle me parle que je commence à dire, donc je suis même pas seule. Mais au fur et à mesure, donc, sur la plateforme que j'ai les témoignages pareils, je comprends que bon, c'est un style de vie, on devrait apprendre à vivre avec cette histoire. Voilà, Dame Dimo, née Barbara Ikoto, comment doivent aborder ces veuves ou ces veufs leur nouvelle vie sans leur conjoint ou leur conjointe? Effectivement, quand je regarde la dame, je me rends compte qu'elle a bien amorcé son processus d'acceptation. Souvent, ça se passe entre 1 et 2 ans. La plupart des gens, entre 1 et 2 ans, ils commencent déjà à se remettre vraiment et à refaire leur vie. Son processus a été accéléré à cause justement des groupes de soutien qu'elle avait. C'est tellement important d'avoir d'autres personnes qui peuvent vous comprendre. Quand vous êtes tout seul et que vous n'avez personne pour vous comprendre, c'est très compliqué. L'autre chose, c'est que lorsque vous avez une belle famille, puisqu'on parle de mariage, qui est difficile, ça rend les choses tellement difficiles. J'étais avec une dame le jour où son mari est décédé, on ne lui a pas permis de faire le deuil, la belle famille est venue prendre tous les biens de son mari, il avait des boutiques, la maison, etc. Avant qu'elle ne réalise, la seule maison qui restait et dans laquelle elle habitait, le frère de son mari est arrivé et il a décidé de vivre avec elle comme le mari. Il a forcé la dame pour coucher avec lui et c'était un traumatisme incroyable par lequel la dame est passée. Ça dépend vraiment des circonstances aussi qui entourent. Parce que lorsque vous réussissez à avoir des groupes de soutien comme elle a eu, et que vous avez une famille qui vous témoigne énormément d'amour et d'affection, l'une des choses qui est aussi terriblement importante, c'est de pouvoir s'exprimer sans être jugé. C'est pour ça que c'est très important, même si vous n'avez pas ces groupes de soutien, etc., d'avoir au moins une personne vers qui vous pouvez parler.
à qui vous pouvez dire le plus profond de votre pensée. C'est très important de s'exprimer, d'extérioriser tout ce qu'on a à l'intérieur. L'une des choses qui empêche la guérison, c'est qu'on conserve toute cette souffrance à l'intérieur de soi, puisque personne ne nous comprend. Personne ne peut comprendre ma douleur. Elle parlait tout à l'heure de sa maman, qui a sa vie, elle ne peut pas me comprendre. Or, quand elle se retrouve avec des gens qui comprennent sa douleur, c'est bien. Oui. Et si ce ne sont pas des gens qui comprennent, mais que ce soit au moins des gens qui l'écoutent, qui ne juge pas sa douleur. Et l'une des étapes que j'ai même sauté tout à l'heure, par lesquelles les personnes veuves ou veuves passent, c'est cette étape où il y a une culpabilisation. Oui. Si j'avais été là, si j'avais pu faire ceci, il faut réussir à déconnecter également cette culpabilisation-là. Je profite pour parler à tous ceux qui m'écoutent en leur disant que, écoutez, la personne est décédée. Vous avez l'impression que si vous aviez été là, les choses auraient été différentes, mais peut-être pas. Oui. Peut-être que ça aurait été pire. Peut-être que vous serez décédé aussi. Oui. Peut-être que si vous aviez été là, vous n'alliez pas avoir la force que vous avez. Peut-être si vous aviez fait ceci. Ça ne sert à rien de se trimballer, de se tirer une balle dans le pied. Ça vous empêche d'avancer. Vous avez des enfants certainement qui ont besoin de vous et il va falloir que vous puissiez arrêter de culpabiliser pour pouvoir commencer à amorcer le processus de guérison. Ça ne sert absolument à rien de culpabiliser. Ce n'était pas de votre faute. Oui. Si nous sommes des Bantous, on va dans l'histoire en se disant que tout le monde a une durée de vie ici. Bah écoutez, c'était la durée de vie de cette personne. Il y a des gens qu'on essaye d'avorter dans le ventre et les gens ne meurent pas. Il y a des gens qui font des accidents et ils ne meurent pas. Si votre personne en est morte, dites-vous, ben écoutez, c'était son jour. Nous sommes absolument tous des candidats à la poussière. Il ne faut jamais l'oublier. Que ce soit des enfants, des grands, que ce soit des vieux, tout le monde peut mourir à tout moment. Si cette personne est morte à cet âge, il y en a qui meurent beaucoup plus jeunes. Vous allez voir des enfants de 4 ans, 5 ans qui partent. Vous allez voir un enlèvement, un viol d'un enfant à 12 ans. Tout le monde est candidat au décès. Oui. Et surtout dans notre environnement. Donc, du coup, il faut relativiser, arrêter de culpabiliser, parce que pour que vous puissiez avancer et guérir, l'une des choses capitales, c'est d'arrêter la culpabilisation. Ça ne sert à rien. Vous n'auriez absolument pas pu faire. Comment gérer quand c'est les autres qui vous accusent? Parce qu'on sait également qu'il y a de nombreuses veuves aujourd'hui, après le décès de leur conjoint, elles sont accusées d'y avoir participé et d'être à l'origine de la mort de leur conjoint. De nombreuses femmes vivent cela. Quand c'est vous qu'on accuse, comment est-ce que vous faites? Il faut absolument, c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir au moins une personne. L'être humain peut rapidement entrer dans une dépression qui entraîne aux pensées suicidaires et qui entraîne à la mort. Une personne qui est accusée et qui n'a aucune personne sur laquelle s'accrocher, son cerveau va commencer à dérailler. Parce qu'à un moment, la dépression va devenir tellement grave que les pensées suicidaires vont commencer. Il y aura une isolation du reste du monde. Et quand on va être comme ça, on va commencer à se dire, mais pourquoi je suis là? Et commencer à se dire, j'aurais peut-être dû partir. Et puis commencer à avoir de vraies pensées suicidaires. Et se dire, je peux même verser ce truc dans mon repas et manger. Moi, j'ai vu des gens qui sont arrivés jusque-là. Donc, il faut absolument avoir au moins une personne. Si vous n'avez personne dans votre entourage, contactez une personne qui peut être un professionnel de la santé qui va vous aider au moins à vous écouter. La première chose pour vous en sortir, lorsque vous êtes accablé par toutes ces personnes qui vous disent toutes ces choses-là, c'est d'avoir au moins une personne avec qui parler, qui ne vous jugera pas. Oui. Peut-être aussi c'est l'occasion d'interpeller les proches des personnes qui sont dans la situation là pour que ces proches-là savent le comportement, quel que ces proches-là sachent le comportement qu'ils doivent adopter lorsqu'ils ont en face d'eux, lorsqu'ils ont à côté d'eux, peut-être une sœur, une maman, une cousine, une amie qui est en train de passer par cette étape difficile. Il faudrait qu'ils sachent quel est leur rôle. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour aider cette personne à traverser cette mauvaise période? Et avant même de répondre à cette question, moi je veux rappeler à tous ceux qui nous écoutent que peut-être aujourd'hui, la personne qui est en face passe par cette situation. Mais tant que vous êtes vivant, vous ne saurez jamais ce qui arrivera demain. Oui. Pour vous, ou pour votre enfant, ou pour votre frère, ou votre sœur. Oui. Donc, c'est très, très délicat dans la vie de s'avancer à poser un certain nombre d'actes en pensant, voilà. Parce que la vie, voilà, elle a des retours. Donc, ce qui se passe
avec toute la famille, tout ce qui passe par là, c'est que il faut absolument que vous considériez la personne qui est en train de passer par la douleur comme quelqu'un qui a mal, comme quelqu'un qui souffre. Il faut permettre à la personne qui est en face de faire son deuil, permettre à la personne de pleurer. Oui. Parce que tout ce que vous êtes en train de faire autour, à cogner, à doser, ça empêche la personne de pleurer. Il ne faut pas empêcher la personne de pleurer, parce que parfois on te dit non, calme-toi, laisse tomber, tu seras malade, ne pleure plus, vraiment, ça ne sert à rien de pleurer. Donc lorsqu'une personne a envie de pleurer, laissez-la pleurer. Laissez la personne pleurer, ça fait partie de son processus de guérison. Il y a une dame qui a perdu son époux il y a quelques années, et j'étais là à côté, il y a une autre dame qui est arrivée. Mais pourquoi tu pleures? Tu es la femme d'un grand, tu pleures, pourquoi? La dame l'a regardée et s'est demandé, mais est-ce que tu réalises qu'on était devenus une chair? Il faut comprendre ce qui se passe lorsque deux personnes se marient et qui sont très proches. C'est-à-dire que c'est une connexion des âmes. Ça dépasse le physique. C'est-à-dire qu'on se comprend à demi-mot. Nos âmes se comprennent. Quand quelqu'un perd un être cher, il est touché de l'intérieur. C'est-à-dire que c'est pire que les blessures physiques. La douleur que cette personne ressent est au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Et donc, quand vous vous mettez à torturer cette personne qui vit dans cette douleur-là, qui a besoin de sortir de là, vous ne savez pas de quoi demain sera fait. C'est pour ça qu'il faut faire très, très attention à vous rentrer dedans, à tenir comme discours à ces personnes qui sont affligées. N'accusez personne. Pour ceux qui croient au karma, le karma, on dit souvent karma is a bitch. En fait, c'est pas le moment de faire des reproches. C'est pas le moment de que ce soit au veuf, que ce soit la veuve. De toutes les façons, la vie se charge très souvent de résoudre beaucoup de problèmes. Pour le temps que j'ai suivi, c'est-à-dire que ça fait plus de 10 ans que je vois des choses incroyables. Vous avez beau rester tranquille, mais la vie se charge de résoudre énormément de problèmes. Que ce soit d'un côté ou de l'autre. Parce qu'il y a des gens qu'on accuse parce qu'ils ont vraiment fait des conneries. Il y a des gens, voilà, moi je suis fatiguée de voir ce monsieur, je suis jeune, lui il est déjà vieux, je l'ai épousé pour son argent et tout. Je mets quelque chose dans son repas pour qu'il parte et que moi je puisse être une veuve joyeuse. Il y a quelques femmes comme ça. Mais la suite de la vie est souvent très spécial pour ce type de personnes. C'est pour ça que je dis, n'y allez pas, ne cognez pas dur sur les personnes qui sont veufs ou veuves parce que vous ne savez pas de quoi demain sera fait. Ce sont des personnes qui souffrent énormément du fond de leur cœur, qui sont susceptibles parfois de ne pas se relever de cette douleur. Il y a beaucoup de choses qui passent. Il y a la dépression, il y a la douleur de l'abandon. Ils peuvent rentrer dans ce qu'on appelle la dépendance affective. Ils peuvent rentrer dans le repli sur soi. Ils peuvent avoir tellement peur de la solitude qu'ils s'attachent à n'importe qui. Ils peuvent devenir fragilisés. Ils n'ont pas besoin que vous veniez en rajouter. Voilà. Donc, si vous êtes proche et que vous avez envie d'aider une personne qui passe par cette étape difficile de sa vie, encouragez-la, écoutez-la. Il faut écouter cette personne. Il faut être vraiment l'oreille de cette personne. Ça, c'est l'une des choses que vous allez faire le mieux et que même les professionnels de santé font en priorité. Il faut permettre à la personne de partager sa douleur avec vous. Et maintenant, quand la personne partage sa douleur, vous pouvez étudier, vous pouvez voir à quel niveau de sa douleur. Parfois, la personne a juste besoin d'être rassurée. Vous allez rassurer derrière cette personne par rapport à cette douleur qu'elle vous partage là. Ne jugez pas, ne dites rien, n'essayez de rien faire, écoutez. Ayez beaucoup d'empathie et de sympathie. Entourez cette personne de votre amour. Et aidez cette personne juste dans les travaux. Vous voyez que la personne peut-être n'arrive pas. Soyez cette main, cette personne sur qui votre proche peut compter. Et permettez à votre personne de sortir de ce moment difficile-là. Pour le cas d'Aimée Ténéso, elle avait un époux qui était très proche d'elle, qui pouvait entrer à la cuisine quand c'était nécessaire, simplement pour alléger la tâche à son épouse. Et donc, si les choses sont devenues difficiles aujourd'hui pour elle, c'est parce qu'il n'est plus là. Et si vous êtes à ses côtés, une des choses que vous pouvez lui apporter, c'est de faire, peut-être d'exécuter ces tâches que son mari avait l'habitude d'exécuter pour la soulager un tout petit peu. Elle, qui est très prise par le boulot, elle, qui a un emploi du temps très chargé. Donc, plutôt que d'être là à lui dire, mais voilà, tu es en train de t'apitoyer sur ton sort, d'autres sont passés par là, tu n'es pas la première, tu pleures beaucoup, vraiment, tu nous fatigues à la fin. Est-ce que Aimée Ténéso a essayé de se relever?
Est-ce qu'il y en a qui ne vous disent pas que vous vous êtes relevé très tôt, elle a recommencé à faire le Nyanga? Parce que c'est aussi ça l'autre chose, hein, quand vous réussissez à passer ces étapes de façon rapide, plutôt que de vous encourager dans les efforts que vous êtes en train de faire pour vous reconstruire. Il y en a qui préfèrent vous jeter la pierre en disant elle n'aimait pas son mari. Vous constatez, vous voyez que dès que son mari est parti, à peine quelques mois, c'est elle qui a recommencé à faire le Nyanga, c'est elle aujourd'hui qui s'habille sexy, c'est elle qui peut se coiffer, c'est elle qui met les brésiliennes et tout. Est-ce que ça vous arrive pas? Fifi, avant de répondre à ta question, je vais d'abord revenir rapidement sur la question de tu es forte. Un ami me dit, Aimé, arrête de pleurer. Tu es très forte, tu es une lionne, on te connaît. Je dis, merde. Je veux même oublier. L'une autre personne arrive, tu es très forte, on te connaît forte. Non, on sait que tu es. Okay. Je vais te regarder, ça me dit que tu es. Ça m'a obligé, moi, de faire un repli sur soi. Oui. Je ne sortais plus. J'ai fait au moins 6 mois à la maison. Je ne sors pas. Oui. Parce que je ne veux pas comprendre. Ce n'était pas le discours qu'il fallait tenir à ce moment-là. Ouais. Oui. Je suis humaine et je suis vulnérable. Oui. Même si vous m'avez connu même si vous avez une force de lion. Non, mais c'est parti. Là, vous avez été touchée parce que vous avez perdu une partie de vous. C'est parti. Je suis plus celle-là. Je suis plus celle-là. Et si vous étiez lionne par le passé, c'est justement parce que votre époux était là. Voilà. C'est lui qui vous donnait cette énergie. Et il est parti avec tout ça. Je lui ai dit, chérie, tu es parti avec une partie de moi. Je ne sais même plus qui suis-je actuellement. Je ne sais même pas si j'aurais cette force-là. Oui. Mes amis me connaissent avec le grand sourire. Je ne sais même plus si je pourrais encore rire comme je riais hier. Je ne sais même pas si le rire me viendra des trucs comme je... Parce que moi, j'étais déjà à renverser la tendance de mettre l'ambiance, de me faire vivre le milieu. Mais je me demande, est-ce que ce serait encore possible? Je ne crois pas. Mais pourtant, les autres te regardent toujours avec ces yeux d'une qui est non, elle va. Oui. C'est pas ça. Je souffre au fond de moi. Ça, je souffre sincèrement. Même sur la question de se reconstruire, je sais, je n'arrive même pas encore à me... Vous ne savez même pas comment vous faites pour être au niveau où vous êtes. Je sais pas. Oui. Je sais pas. Mais Madame Ekoto a dit un truc qui est vrai, c'est qu'il faut être écouté. Il faut au moins une seule personne. Moi, j'avais une seule personne, mon patron, qui est comme mon grand frère, qui est comme mon mentor. C'est avec lui que il me dit, il connaît toute l'histoire. Oui. Toute l'histoire. Il connaît mon histoire de couple. Il connaît mes déboires. Il connaît mes victoires. Il a été souvent présent. Il a participé. Donc, c'est avec lui que je parle que, mais monsieur Amand, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Il me dit, tu n'allais rien faire. Voilà. C'est arrivé, exactement. C'est arrivé. Oui. C'est comme ça que ta vie a été. C'est le destin. Tu vas subir ton destin. Je dis, mais comment je fais? Il dit que tu vas faire. C'est qui est sûr que quelque chose sera fait. Je dis, je fais comment si je suis malade? C'est lui qui monte. Il dit que ça va se faire. Une chose est sûre. Oui. Donc, moi, je me suis accrochée justement sur cette parole et j'ai commencé à dire, je vais m'en vouloir jusqu'à quand? Et puis, par chance aussi Parce que vous avez culpabilisé aussi. Oui, mais j'ai culpabilisé. Oui. Je me disais, il fallait que je sois là. Oui. Parce que si j'avais été présente à temps, peut-être j'allais appeler mes amis que union de prière. Parce que je sais comme ça comment je gère mes problèmes. Quand il y a une situation pareille, je dis toujours, j'écris rapidement un groupe, je dis union de prière, mettons-nous, concentrons-nous pour la situation. Mais je n'ai rien entendu, je n'ai même rien vu. Oui. Bon, maintenant, j'ai... Juste avant qu'elle lui réponde à cette question, je voulais quand même dire à ceux qui nous écoutent que à force de dire à quelqu'un tu es fort, tu es fort, tu es fort, la personne emmagasine quelque chose qui peut exploser à un moment où on s'attend le moins, où on s'y attend le moins. Il faut éviter ça parce que la douleur, c'est comme une bombe que vous avez. Quand on dit de pleurer, vous évacuez petit à petit ce trop-plein en vous. Et si on vous demande de le conserver, le jour où ça explose, vous n'avez pas maîtrisé ce qui se passe. Et la deuxième chose, c'est que les implosions intérieures créent des maladies. Oui. C'est-à-dire que votre corps va s'auto-détruire parce que vous allez vous détruire de l'intérieur, vous aurez tout type de maladies, vous allez produire des toxines pour votre corps. Pourquoi? Parce que vous magasiner, vous accumulez des choses à l'intérieur. Oui. Laissez les gens pleurer, laissez les gens faire le deuil. Ça prend le temps que ça prend en fonction des gens. Oui. Et à partir d'un moment, si la personne, on a passé 2 ans, n'arrive pas à se relever,
permettez à la personne, si vous l'aimez beaucoup, cherchez un professionnel et que la personne suive un professionnel, mais ne dites pas des paroles qui soient déplacées parce que vous ne savez jamais l'impact que ces paroles peuvent avoir dans la vie de quelqu'un. Voilà, tout à fait. Et j'ai eu la chance de rencontrer une dame aussi, Madeleine, qui actuellement est souffrante. Je lui fais un clin d'œil. Elle a introduit le groupe WhatsApp, la plateforme. Oui. Et on a eu une petite séance de travail. Et elle aussi, elle est professeure. Après que j'ai même su qu'elle était professionnelle, elle était professionnelle, je n'ai pas envie de dire la santé mentale, mais bref, elle travaille avec les femmes en détresse, avec notre statut. On a fait une causerie de presque 6 heures de temps. Oui. Elle m'a laissé me vider. La seule chose qu'elle m'a dit, c'est « Maman aimée, tu sais quoi, quand moi je t'écoute, je peux comprendre qui tu es, je peux décliner ta personnalité, mais on peut comprendre que la lionne est touchée. » Et elle me dit, il ne faut pas te laisser abattre. Tu n'as aucune responsabilité sur le décès de ton mari. Tel que tu m'expliques, c'est comme ça que ça allait se passer. Parce qu'il t'a dit au revoir et toi, tu es au courant. Quand tu es rentré, quand on te fait savoir de rentrer, tu rentres. Tu n'es même pas au courant de l'accident et tu arrives seulement à trouver le corps. Qu'est-ce que tu pouvais faire là, tout de suite? Donc, je dis que, mais après, il y a eu des signaux à l'avance. Je n'ai pas pris au sérieux. L'enfant m'a dit qu'elle a vu les fourmis à la maison. Je n'ai pas pris ça. Elle dit que justement, tu n'as pas vu parce que c'était la destinée. Tu n'étais pas là parce que c'était la destinée. Donc, elle m'a aidé à déculpabiliser parce que je me suis dit que peut-être j'étais très jeune, peut-être je suis immature, peut-être je n'ai pas la maturité nécessaire. Et voilà les situations qui sont venues et ont entraîné mon mari. J'ai mal, il s'est battu toute la vie. Voilà, maintenant ses enfants sont en train de grandir. Il aurait pu être présent pour les encadrer. Je fais comme elle me dit, tu n'as aucun rôle à jouer parce que tout ce qui est arrivé là, ça n'a pas été. Il s'est même comporté comme quelqu'un qui fait vite, qui fait son agenda et après il part. Parce que parti à son âge, il a tout fait. Il vous a casé, non, il a fait ci, il a fait ça. Et maintenant, il est parti. Donc, il a fini son agenda, ma mère. Donc, tu ne vas rien changer sur ce qu'il devait être. Ce que tu fais, c'est qu'il faut le plaire. Il faut continuer de le plaire. Il faut prendre la relève et s'inscrire sur ce qu'il a tracé comme chemin. Comme chemin, justement. Et c'est après cette causerie que je dis, et puis j'ai même fait une dépression très grave. Juste après ça, quand on a fini de parler, j'ai observé, il y a un jour, il y a une soirée où j'ai senti comme si ma respiration s'arrêtait. Oui, j'ai senti comme si ma gorge, je pouvais plus prendre de l'air. Par les narines, j'arrivais pas à respirer. Par la bouche, mes lèvres, c'était comme paralysé. Je pouvais pas. Et puis moi-même, j'ai paniqué. Les enfants sont venus, ils m'ont mis de l'air. Je veux de l'air, je veux de l'air. Et après, quand ma fille a appelé papa, que papa, grand-père, voici une maman qui fait ci, qui fait ça, il dit que non, faites l'effort de l'amener d'abord à l'hôpital pour qu'on essaye ou alors appeler un médecin et tout. Quand j'ai traversé cette période, j'ai compris qu'il était très facile pour moi aussi de le rejoindre. Et qu'il ne fallait pas c'est ce qu'il ne fallait pas. Voilà. Et quelque temps, les jours qui ont suffi, j'ai dit, ok, j'ai accepté. J'accepte, Seigneur, j'accepte ta décision. Qui suis-je pour ne pas prendre en considération? Et c'est là où j'ai essayé justement de m'inscrire maintenant dans une salle de sport pour essayer de faire des relaxations et pouvoir prendre soin de moi en fait. Voilà, Et parlant de prendre soin de vous, je vous posais la question de savoir s'il y en a qui ne disent pas que Madame Aimée Tenasso est très vite passée à autre chose, parce qu'on a l'impression que la métamorphose, elle est en train de très très vite se passer. Elle est en train de passer rapidement de l'étape de femme veuve pour se reconstruire, recommencer à faire attirer des regards vers elle, sur elle. Est-ce qu'il y en a qui ne le disent pas, qu'ils ne le pensent pas même, pas en face? Parce que est-ce que vous n'avez pas eu vent de ce que, même de façon officieuse, en back-office, il y a des gens qui parlent de vous à cette question, je dirais certainement, j'ai eu plutôt la chance. Parce que au contraire, je reçois plutôt des félicitations. Oui, j'ai mon voisin qui m'a dit, Madame Tenasso, vraiment, je te tire un coup de chapeau. Tu as vraiment changé. Celle qu'on a vue il y a 6 mois et toi aujourd'hui, il y a une nette amélioration. Je t'encourage d'aller sur cette voie. Bon, ça, c'est la chance que moi j'ai eue. Mes amis que j'ai pu rencontrer après mon voyage dernièrement, quand je suis allée assister une de mes sœurs qui aussi a perdu son mari dernièrement. Oui, mes sœurs, là-bas, ils me disent, mais Aimée, ça va, on se dit que j'essaye de me battre. C'est tout ce qui me reste à faire maintenant. Maintenant, je suis obligée de me prendre en main. Sinon, je pars.
Sinon, je pars et j'ai vu comment c'est tellement facile de partir. Oui. Sinon, je pars. Donc, à ce point, je vais dire, j'ai eu la chance, j'ai pas ces critiques, je n'ai même pas de... Non, j'ai pas été interpellée. Oui, il y a personne en fait qui regarde d'un mauvais œil en se disant bon, elle a très vite fait le deuil, elle a très vite oublié. Pas que je sache, non. Henri, bon, c'est bien d'avoir finalement un entourage qui est aimable, des personnes qui se soucient de vous, qui sont fiers de vous voir bien dans votre peau, parce que c'est pas le cas pour d'autres personnes qu'on pourrait taxer de personnes toxiques qui analysent, scrutent vos moindres faits et gestes. Quand votre époux n'est plus là, on commence à dire des choses si on a l'impression que vous essayez de vous remettre sur pied. Comment est-ce que vous réussissez à combler l'absence du père auprès des enfants? Vous avez parlé de Mégane. C'est difficile avec Mégane parce que papa était très proche d'elle. Ils échangeaient de façon permanente. Mais pour celles qui sont restées avec vous, comment ça se passe? Marie-Claire, elle est très forte. Elle a plutôt un comportement de lion. Oui. C'est elle qui aide toujours. Au contraire, c'est elle qui me vient en soutien. Elle me dit, maman, toi aussi, arrête de pleurer. Je dis que c'est toi qui me dis ça. Elle me dit, maman, tu veux qu'on fasse comment? On va te conseiller jusqu'à quand? C'est elle plutôt qui m'interpelle et me dit, maman, surtout le jour où j'ai fait cette crise-là, elle était paniquée. Elle me dit, maman, on va te conseiller jusqu'à quand? On peut t'aimer comment? Je dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Elle me dit, accepte. Moi-même, j'ai déjà accepté. J'ai fait l'effort que ça ne me revienne plus dans la tête. J'ai te dit que je suis le garçon de la maison, non. Je suis là, non. Je vous protège. Et papa, là où il est, je sais qu'il nous regarde et va nous donner la force. Elle m'a surprise. Marie-Claire, elle a 17 ans. Wow. Elle m'a surprise positivement. Et la nièce de monsieur Marie-Belle, elle, malheureusement, son papa était déjà décédé il y a peut-être 8 ans aujourd'hui. Donc, elle était plutôt d'un soutien. Elle avait l'expérience, c'est elle qui savait ce qu'il fallait faire, donc elle me mettait aux petits soins. Le matin, c'est elle qui se lève. Elle vient me faire un petit commentaire. Hey, maman, je pense encore au matin là. Je n'ai même pas vu papa partir. Je l'avais plutôt entendu dans la nuit quand il causait, quand vous étiez en train de causer dans la chambre. Et après, je suis sortie, même j'ai oublié de lui dire au revoir. Et elle revient sur ces moments. Après, elle me dit, je sais que là où il est, il nous regarde et il nous protège. Maman ne pleure plus, ça va aller. Et elle a quel âge? Marie-Belle, elle a 16 ans. Oui. Tu veux quoi? Je lui dis ce que je veux. Elle fait le petit déjeuner, elle fait. Et après, elle part à l'école. Donc, sur ce côté, avec les enfants, je crois que c'est plus elles qui viennent en apport. Elle m'aide, elle m'accompagne, elle me soutient. Oui, et là où il y a le déficit, c'est au niveau de résoudre leurs petits problèmes. À ce moment-là, c'est là où ça bloque parce que papa, lui, tout ce que tu voulais, il te donnait. Oui. Or, avec moi, tout est réduit. Désormais. Oui, désormais, tout est réduit. Ça veut dire que même s'il fait une semaine, il ne vous donne pas l'argent de béni, le jour qu'il revient donner l'argent de béni, il fait le rappel. Or, avec moi, c'est d'abord divisé par 5 et de me poser plus aucun problème. Vous restez sur ce que vous avez. C'est bien sûr. Donc ça, c'est vraiment la difficulté. Mais maintenant, combler le vide, c'est très difficile. Je ne peux pas dire que je comble le vide. J'apprends à vivre avec le vide, mais combler le vide, je ne pense pas. Je n'arrive pas. Dame Dimo, est-ce qu'on peut comprendre cette facilité avec laquelle les enfants ont accepté le départ de leur papa par rapport à leur maman qui souffre encore et va même encore souffrir de l'absence de son époux pendant plusieurs années? Disons que ces enfants sont bien entourés. Moi, quand j'écoute l'histoire de la dame, ils sont tous bien entourés. Ils se soutiennent énormément. Je vois une maman qui est très présente avec ses enfants. L'une des choses qui est importante, c'est de donner de l'amour à ses enfants. Et c'est des enfants qui ont reçu beaucoup d'amour. D'amour de leur père. Donc, la période très difficile, c'est avant 10 ans. Avant 10 ans, quand un enfant perd son parent là, il y a certains soins qui ne sont plus donnés et ça peut vraiment créer des grosses difficultés. Après 10 ans, lorsque vous êtes là, vous leur donnez beaucoup d'amour, ils ont la grâce d'avoir leur maman qui donne de l'amour, qui ceci, ils ont certainement tout le reste de la famille, parce que quand j'entends la dame parler, elle a beaucoup de grâce d'avoir beaucoup de gens qui sont autour d'elle, autour des enfants, de bonnes personnes, beaucoup de bonnes personnes, et ça a aidé elle, cette famille à pouvoir surmonter. Mais il y a des familles qui n'ont pas cette grâce-là. Et ce qui est important, c'est la première chose, c'est de faire comprendre aux enfants que leur papa n'est pas décédé à cause d'eux. Ça, c'est également une chose qui est très importante pour d'autres cas, peut-être plus
votre papa est décédé, vous n'êtes pas responsable du décès de votre papa. Vous n'auriez Parce qu'il y a pas également des enfants qui culpabilisent. Oui. Peut-être que si maman a eu, il y a des scénarios se font parce qu'on a tellement tendance à essayer de mettre... C'est comme en portant la responsabilité, je vis le deuil. Vous voyez? Et donc, on se sent obligé de trouver... Il faut déresponsabiliser les enfants. Et ça, c'est très important. Il faut également veiller à ce que ces enfants comprennent qu'ils n'auraient pas pu empêcher la mort de leur papa, qu'ils ne peuvent pas ramener à la vie la personne qui est décédée. Mais il faut rassurer les enfants que malgré le fait que papa soit parti, et là, j'interpelle la dame, ils ne manqueront pas du nécessaire. Oui. Quand l'enfant est rassuré que, ok, papa est parti, c'est bam, le choc, ce n'était pas de ta faute. Au fur et à mesure, on amène l'enfant à comprendre que ce n'était pas de ta faute. Deuxièmement, on donne les soins, on rassure que on continuera de se battre. Tu continueras à l'école, on va se battre pour que tu réussisses, etc. Ça fait quelque chose dans le cœur de l'enfant. Parce qu'il y a une insécurité qui veut se passer et la maman comble ça par sa sécurité. Au moment où la maman peut-être pense qu'elle ne peut pas, elle peut appeler son frère au secours. C'est des figures masculines qui arrivent et qui accompagnent cette sortie de situation compliquée là. Et puis, il y a des choses, forcément, il faut beaucoup discuter maintenant. Permettre aux enfants de s'exprimer de la même façon que l'adulte. Permettez aux enfants, on ne permet pas assez aux enfants de parler, d'exprimer leurs émotions. Eux aussi, ils ont besoin de parler. Il faut qu'ils participent. Beaucoup de gens, j'ai un petit enfant que j'ai suivi là, lui, on l'a écarté du deuil. On dit non, on va rester là-bas parce que tu as trop pleuré, tu ne viens pas au deuil, tu ne regardes pas comment on enterre ton père. C'était très grave ça. Il faut que l'enfant participe au rituel pour pouvoir voir. Oui, il faut qu'il voit son père partir. C'est comme un deuil. Il dépose son père et quand il sort. Et quand vous empêchez à cet enfant de faire ça, vous créez d'autres problèmes. Il vit cette situation à moitié. Et il a l'impression, en fait, il y a comme un goût d'inachevé. Il y a un goût d'inachevé et il va en vouloir aux gens. Ça va créer d'autres sentiments qui seront difficiles et qui va transporter toute sa vie. Vous êtes en train d'entraîner cet enfant dans quelque chose qui ne va pas. Maintenant, il faut qu'il y ait des routines à la maison. Continuer les mêmes routines qu'il y avait quand papa était là. Si papa est parti et que bam, la maison est vide et puis on n'arrive plus à mettre en place les routines, non, il faut continuer. Si c'est qu'on faisait des anniversaires, faites les anniversaires. Même si c'est de façon vraiment modeste. Réduite. Oui, même si c'est de façon réduite, même si c'est avec un gâteau différent, même si vous pouvez c'est la symbolique en fait qu'il faut un coquille de cône mango, un coquille de douala ou un coquille bamileke en fonction de votre région et poser une bougie dessus si vous n'en avez pas assez. Mais de façon symbolique, il faut essayer de continuer. Que l'événement qui se célébrait hier continue de se célébrer. Que lui, surtout malgré que le père, Et puis, il faut en parler. Parler de cette personne, mais pas de son absence et de ce qui est mauvais. Parler de vos bons moments. Les meilleurs souvenirs. Les meilleurs souvenirs. Ah, quand papa était là, vous vous souvenez, on avait fait tel jour. Et puis on en rigole, on est content. Ah non, il a été une bénédiction pour nous. Et puis, vous voyez, parler en positif. Parce qu'il ne faut pas toujours, comme il n'est plus là, on souffre. Non, parler de ce qui était positif. Et maintenant, c'est sûr, et sa fille a très bien compris ça. Oui, mais je suis sûre que papa, certains s'accrochent à ça de quelque part, ils nous regardent. Il s'accroche à ça, etc. Et finalement, l'une des choses aussi qui est très importante, c'est la spiritualité. Parce que le vide qui est créé, il faut le remplacer. Il faut le combler par quelque chose. L'un des moyens qui est très efficace, c'est la spiritualité. Il faut permettre à vos enfants d'avoir une relation personnelle avec le Christ, si vous êtes des chrétiens, ou avec Allah, si vous êtes des musulmans, ou je ne sais pas. Mais il faut qu'il y ait une spiritualité qui va pouvoir apaiser l'enfant, parce qu'il y a beaucoup de sourates, de versets qui permettent de rassurer, de combler le cœur, etc., dans des moments de difficulté. Je suis avec toi tous les jours. Je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Je suis ton père, je suis le père des orphelins et des veuves, je suis ceci, ces paroles qui porteront ces enfants et cette veuve pour pouvoir sortir de cette situation. La spiritualité également est hyper importante pour sortir de là. Et si vous voyez qu'il y a un enfant qui est bloqué dans un processus, parce qu'il suit le même processus que le parent, il vaut mieux appeler un professionnel de la santé. Parce que même si vous ne faites rien et que l'enfant continue à être bloqué là-dedans,
ça va rattraper quand la personne sera plus adulte. Oui. Quand elle sera une femme chez elle, ça va la rattraper. Elle pourra chercher son père chez n'importe qui dehors. Il suffira que quelqu'un ait un comportement, un genre, qu'elle s'accroche à la personne et commence à avoir une dépendance affective vis-à-vis de cette personne-là qui va malheureusement la maltraiter et abuser d'elle parce qu'il voit bien qu'elle est dépendante. Donc, il faut faire très attention parce que si on ne gère pas ça bien, il y a la mise en place d'une dépendance affective, surtout avec les filles. C'est-à-dire que la première personne qui va ressembler un peu à papa, on s'accroche, on en Pour Meghan, par exemple, qui était très, très proche de son papa, qui recevait les coups de fil en permanence de son papa, avec qui elle échangeait sur plein de choses, comment est-ce qu'elle peut faire pour essayer de combler l'absence de papa auprès de cette dernière? Moi, personnellement, je ne crois pas, ça c'est vraiment à titre personnel, mais chacun est libre de croire. Je me dis, le mort, peut-être il se repose et puis il attend autre chose. Il y en a qui croient que les morts sont vivants. Et pour eux, la personne peut continuer à parler à la personne et lui dire écoute, je sais que tu me regardes de là-haut, etc., etc., etc. Ça aide, c'est une thérapie vraiment de continuer à parler à la personne. Je sais que même si physiquement je ne te vois plus, etc. Et ceux qui sont des chrétiens, il faut amener l'enfant à se dire maintenant tu as un père et ton père est dans les cieux et il est au ciel et vraiment c'est ton père. Et donc tu peux lui parler de toutes ces choses qui te dérangent. Et ce qui me plaît avec la spiritualité, c'est qu'on attire en fait. Dans la spiritualité, on attire les choses. Si tu commences à parler, par exemple, à Dieu des choses comme ça attire des choses dans ta vie. C'est très incroyable. Il y a un système de foi, et ça, c'est dans tout, même dans les ordres, etc. Les gens attirent à eux, en fait. Il faut permettre à la personne de parler à Dieu, de parler à la divinité en laquelle cette personne croit, et moi, je crois en Dieu. Et en parlant à ce Dieu-là, ça permet de se décharger de ce fardeau. Et au fur et à mesure, elle verra forcément des résultats parce qu'elle attirera ce dont elle a besoin en parlant à ce Dieu-là. Mais il peut également avoir une tierce personne. Vous pouvez avoir un frère, un grand-père, en lui disant au grand-père, écoute, il y a ce manque-là, est-ce que tu peux jouer ce rôle? Que ce grand-père, de temps en temps, prenne le relais et appelle de temps en temps la jeune fille. Ça va être timide au début, mais après, elle réussira normalement à transiter tout au moins d'une partie de ce qu'elle aurait pu dire à son père, à cette nouvelle figure d'autorité-là. Il faut le faire progressivement, avec beaucoup d'amour, que son grand-père l'appelle, comment tu vas aujourd'hui? Elle va se dire, il s'intéresse à moi. Et puisque c'est un père, c'est un homme, ça comblera quelque chose, le vide affectif. Il y a beaucoup de grands-pères qui ont réussi à sauver des gens. J'aime beaucoup les grands-pères sur le passage parce qu'ils réussissent à combler et empêcher aux jeunes filles d'être déséquilibrées. Dame Aimée Ténéso, est-ce qu'elle compte se remettre dans une nouvelle relation ou elle n'y pense pas du tout, ou alors c'est pas à l'ordre du jour, mais on verra si ça peut arriver? À la question de me remettre, ça ne me vient même pas encore à l'esprit. Je vais t'avouer cela depuis que, tu sais, quand mon mari part ce matin-là, on a eu le temps de se serrer dans les bras et c'était la toute dernière fois. Et donc c'est cette image qui ça reste en fait. Et depuis là jusqu'aujourd'hui, j'ai même pas encore eu même une seule fois l'envie de me sentir dans les bras d'une personne, en fait, d'un homme. C'est-à-dire pour te dire à quel point dans ma mémoire c'est très loin, c'est encore une réalité qui est très lointaine. J'ai encore un problème qui se pose, c'est que qui suis-je en fait? Là où je suis, je ne sais pas qui suis-je. Est-ce que je suis mariée? Est-ce que je suis célibataire? Parce que le mariage sous-entend que vous devez rester fidèle à votre homme. Est-ce que je dois continuer à lui rester fidèle bien qu'il ne soit plus là? Parce que vous vous dites peut-être en me mettant dans une nouvelle relation, ce serait le trahir, ce serait trahir son amour, trahir sa mémoire. C'est en fait toutes ces questions que vous posez et il faut retrouver votre identité. J'arrive pas. La nouvelle. Je me demande comment je suis, comment tu es regardée, comment les autres t'observent. Est-ce que tu es encore celle qui était... C'est un méli-mélo et ça m'empêche de me projeter dans la question de se reconstruire sentimentalement. Là, je n'arrive pas. Je vais poser une question comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas quand même des personnes qui tournent autour d'aimer? Non. Et qui espèrent pouvoir réussir à ouvrir ce cœur qui est désormais fermé? Non, parce que je dis non directement parce que même la façon, moi, de vivre le deuil, ça repousse. Je reconnais cela. Je reconnais. Je suis même pas ouverte.
je ne marche pas. Donc, c'est-à-dire, si je pars de ma maison, c'est pour aller à mon lieu de service. Il n'y a pas d'occasion? Non, aucune occasion. Je suis fermée sur moi. Je vis encore le repli sur moi. Et je sais même que mon attitude même ne donne pas la possibilité à quelqu'un de venir dans ce sens-là. Et je ne sais pas quand est-ce que je serai disposée dans mon esprit à le faire. C'est une épreuve qui est quand même difficile. Hein. Vous repoussez à distance et il y en a qui ressentent à distance que vous ne voulez même pas qu'on vous dise quoi que ce soit, qu'on vous compte fleurette, parce que c'est pas le moment. Et ça correspond à ce que Dame Dimo disait, lorsque vous localisez, lorsque vous attirez certaines choses vers vous, elles viennent à vous, et lorsque vous les rejetez, vous les repoussez, vous ne vous sentez pas prête à vivre certaines choses également, vous repoussez ces choses-là, et c'est le cas pour Dame Aimée Tenasso. Dame Dimo, les femmes veuves doivent-elles s'entourer de certaines précautions au cas où elles décident de se remettre dans de nouvelles relations? Oui, bien sûr. Ouh là là. Elles doivent guérir d'abord. Et l'une des choses qui montre qu'on est guéri, c'est quand on peut parler de la personne sans émotivité, c'est-à-dire que sans être en train de pleurer toutes les 5 minutes. Ça montre qu'on est, en tout cas, même si c'est pas guéri complètement, mais au moins on est guéri, mais le souvenir n'a pas disparu. On a vécu quelque chose, mais on a réussi à faire la part des choses, en fait. Donc, c'est ce que je mets dans le mot guéri. Il faut réussir à faire la part des choses. Maintenant, il faut que la personne qui a été veuve ou veuf ait ce qu'on appelle l'acceptation. C'est très important. Je dis ce mot, mais elle disait tantôt, je ne sais pas qui je suis. Ce qu'elle est, c'est quelqu'un qui, normalement, selon la loi, n'est plus marié. La fin du mariage, c'est le décès. Ou le divorce. Dans son cas, c'est le décès. Dans son cas, c'est le décès. Aujourd'hui, elle n'est plus mariée. Et l'autre chose qu'il faut savoir, c'est que parfois, certaines personnes qui sont dans cette situation, quand elles sourient, elles ont l'impression de pécher parce qu'elles ont souri. Elles ont l'impression que si je souris, ça veut dire que j'aurais dû pleurer. Elles commencent à s'étonner de ce qu'elles ressentent. Mais non, vous êtes des êtres humains complètement normaux. Vous avez le droit de sourire. Vous avez le droit d'avoir ces sentiments, de retrouver la vie, d'avoir envie de manger. C'est normal. Ça ne veut pas dire que vous aimez moins la personne. Et ça, c'est très important de le savoir parce qu'il y a des gens qui se disent, si je mange, ça veut dire que je l'aimais moins. Ce n'est pas du tout connecté. Vous avez vécu avec quelqu'un, vous l'avez bien aimé, il n'y a pas de problème. À un moment ou à un autre, le corps, il y a des émotions qui sont dans le corps, qui sont naturelles. Vous aurez envie de sourire peut-être à quelqu'un qui passe, c'est normal. Vous n'avez pas à vous en vouloir pour ça. Vous n'avez pas à culpabiliser sur les émotions que vous avez. Laissez-vous vivre. Donnez-vous la permission d'évoluer et d'avancer. Et l'autre chose, c'est que oui, on n'est plus marié. On a le souvenir qu'on garde très chaudement. On peut le matérialiser chaque jour, par exemple, pour les anniversaires. On sait que il y a 1 an qu'il est décédé, on fait quelque chose en souvenir, etc. On garde au chaud la personne dans son cœur, etc. Ça, c'est très bien. Mais il faut se dire qu'après 2 ans, que vous le vouliez ou pas, vous commencez à revivre. C'est-à-dire que vous le vouliez ou pas, à un moment, il faut que vous mangez, il faut que vous buviez, il faut que vous habillez, il faut que vous ayez de nouveaux habits peut-être. Il faut que la vie vous impose de reprendre un rythme. Et il faut vous laisser aller. Elle parlait tout à l'heure de les gens vont dire quoi, les gens vont faire quoi. C'est l'occasion de réaliser que la vie des gens... il va falloir dépasser. Parce que c'est aussi un autre problème que de nombreuses femmes veuves connaissent aujourd'hui. La situation du veuf est un tout petit peu différente parce que lorsqu'un homme perd une femme, la plupart du temps, on l'encourage les mois d'après, l'année d'après tout au plus, à chercher une femme qui sera là pour l'aider à prendre soin des enfants ou alors à prendre soin de lui-même s'il a un certain âge. Mais pour les femmes, c'est pas toujours le cas. On a l'impression que lorsque la femme, peut-être après 1 an, pense qu'elle peut engager une nouvelle relation avec quelqu'un d'autre, elle est en train de montrer qu'elle n'aimait pas son mari, elle ne respecte pas la mémoire de son mari. Moi, je conseille aux gens, vraiment, ça c'est un conseil, mais chaque personne a son rythme. Hein. Moi, je conseille de laisser passer 2 ans. C'est minimum 2 ans pour permettre aussi aux autres de faire le deuil. Parce que
vous ne vivez pas pour vous-même, vous vivez avec un environnement et ceux qui sont autour de vous aussi ont souffert de vous voir souffrir. Oui. Ils ont souffert de la perte, etc. Moi, je recommande vraiment à partir de 2 ans, si vous voulez regarder quelqu'un, donnez-vous cette marge-là pour permettre aussi aux autres de faire un peu leur deuil. Oui. Et après 2 ans, écoutez, à un moment de la vie, il faut réussir à penser à soi. J'ai aimé quelqu'un qui disait, le jour où vous mourrez, personne ne va venir dire donnez-moi votre souffle de vie, je vais vous aider. Oui. Voyez? Oui. Personne ne va vous aider à porter votre souffle de vie. Ça fait que quand vous vivez, à partir du moment où vous êtes en accord avec vos principes, vous pouvez avancer. Que vous soyez une femme, que vous soyez un homme, si vous pensez que vous avez fait 5 ans et que à ce moment, les émotions de l'intérieur vont commencer à battre, que vous êtes jeune et que vous avez envie de vous marier, laissez-vous aller. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas interdit de se remarier parce que le mariage est fini avec le décès. C'est dur de le dire, mais c'est la vérité. Oui. La fin du mariage, c'est le décès. Et tant que cette personne est partie, vous êtes aujourd'hui libre de pouvoir vous marier. Par respect pour l'amour que vous avez eu pour la personne, vous n'allez pas vous marier tout de suite, mais à un moment ou à un autre, si vous ressentez le besoin de vous marier, il faut y aller. Même vos enfants vous diront un jour, que vous le vouliez ou pas, il y aura au moins un enfant qui va vous dire, mais maman, papa, tu peux te remarier, hein? Eh bien, les gens, ils ont plus peur parce qu'il y a une autre problématique, c'est qu'on a peur de la prochaine personne qui viendra. Oui, est-ce que la personne sera tendre avec c'est la question que je voulais poser à Aimé Ténéso. Est-ce qu'elle n'aura pas à l'esprit d'avoir un homme qui est le profil de son défunt mari? Est-ce qu'il ne sera pas difficile de s'adapter avec un autre homme parce que c'est quand même 20 ans de vie commune, c'est 20 ans au cours desquels il y a des habitudes qui ont été développées, c'est 20 ans au cours desquels il y a une routine qui s'est installée, il y a une connexion qui a eu le temps de se mettre en place. Est-ce que vous redoutez d'avoir un homme qui ne puisse pas être à l'image de ce que Henri a été? Le couple, c'est un construit. Moi, c'est ma philosophie, c'est un construit. Oui. Quelle que soit la personnalité de celui que j'ai en face de moi, je sais que en utilisant des outils tels que le dialogue, on peut construire quelque chose de durable et qui n'aura rien à envier avec la relation passée. Mais moi, j'ai plutôt d'autres peurs déjà. Oui. Je suis dans mon réseau de femmes. Il y a une qui s'est remariée après le décès de son conjoint et après peut-être 2 ou 3 ans, le monsieur il est décédé en septembre. Le deuxième mari? Oui. Le deuxième époux est décédé? Oui, je fais un clin d'œil comme ça à Yolande. Oui. Lui, il est décédé. Celui-là qui l'a porté dans toutes ses difficultés, que ce soit financières, affectives. Donc, elle rencontre son nouvel époux quand elle est en train de passer une période difficile due au décès de son premier mari. Et puis, celui-là la soutient, l'aide à se reconstruire, à se relever. Et il se marie quelques temps après. Il décède. Oh là là. Il est décédé en septembre. Je me demande comment elle vit ça. Elle est même plutôt forte. Bon, grâce à notre forum, parce que là-bas, Henri, elle a posé là, elle pleurait au départ. Chacun mettait son histoire, il pleurait. Et après, on a compris que c'est la vie. Qu'est-ce qu'elle aurait dû faire? Elle a accepté. Une autre peur que moi aussi j'ai, c'est que justement, moi, j'ai peur de me retrouver encore dans cette situation difficile. Comment je gère? J'ai très peur pour cela. Je pense encore une autre chose. Parce que ça n'a pas toujours été rose. Oui, il y a eu des moments où il fallait batailler dur. Très bien. Et il y a eu des moments où il fallait vous battre pour amener l'autre à changer. Et quand vous voyez tout le temps que ça vous a pris de faire ce travail et d'atteindre les résultats que vous avez atteints et de vouloir recommencer à zéro. Non, mais c'est lourd en fait. Et il y a une autre peur, c'est l'insécurité. Tous les jours, tu vas entendre. Elle allait assister à un rendez-vous et après, c'était un féminicide. Quand je pense à tous ces, je me dis, regarde, j'ai pas la force. Mes enfants ont besoin de moi. Voilà. Moi-même, vous êtes aujourd'hui le papa et la maman de ses enfants. Oui. Donc, c'est autant de questions qui me font ne même pas me projeter sur une certaine reconstitution sentimentale. Peut-être ça viendra avec l'accompagnement des dames et d'autres. Oui. Effectivement, permets-moi d'arracher un petit peu la parole là. Moi, je suis très fière d'elle. Vous n'arrachez pas la parole, Dame Jimo. Vous parlez parce que vous êtes là pour le faire. Voilà, je voulais quand même manifester ma fierté. Je suis fière d'elle et de dire qu'il faut quand même
une clôture émotionnelle, hein, il faut réussir à... Parce que vous avez posé une question qui était intéressante, Fifi. Il faut réussir à clôturer, à réaliser que l'autre est parti, c'est fini. Même si je me marie demain, ce ne sera pas du tout la même personne, ce sera une nouvelle personne qui n'a rien à voir avec l'ancienne. Il faut vraiment clôturer. Et je recommande souvent même de faire une lettre au défunt, pas parce que le défunt va écouter, mais pour lui dire ok, voilà, et de clôturer en fait cette partie-là. Il faut vraiment sortir de là, et ça permet d'être, c'est-à-dire qu'à la fin, quand on passe par là, on est différent. C'est-à-dire qu'on est vraiment plus ouvert, on a l'impression d'être plus léger, parce qu'il y a comme quelque chose qui est parti. La personne qui est partie aurait aimé que vous puissiez reprendre votre vie. Après, si on est 10 millions, je prends un exemple, je ne sais pas, si on est 6 millions dans la ville de Douala, et qu'on est 6 millions à Douala, et qu'on est, disons, 4 millions de femmes, il y a des féminicides, mais il n'y a pas 200 féminicides par jour. Et ça n'attendra pas vous. Et même vous pouvez vous retrouver même au marché et avoir un problème. Vous pouvez avoir un voisin qui a des vues sur vous. Et il ne faut pas que la peur vous entraîne à vous empêche de vivre. Vous empêche. Je ne vous précipite pas. Vous avez tout le temps. Hein, je ne vous précipite. Ne vous méprenez pas. Vous avez tout votre temps pour faire votre guérison. Ça viendra. Il ne faut même pas se bousculer. À un moment, vous allez juste réaliser que c'est le bon moment. Et ce sera ça. Et personne ne vous allez m'appeler ce jour-là. Et puis on va on va célébrer ce monsieur-là pour voir. Voilà. Oui, bon, c'est tout le mal qu'on peut lui souhaiter. Hein, parce qu'il faut le dire aussi, même pour être stable émotionnellement, psychologiquement, on a besoin à un moment donné d'avoir quelqu'un à ses côté. Et puis, Madame Aimée Ténésso, elle est encore très jeune. Elle est très belle lorsqu'elle parle d'avoir fait 20 ans de mariage. Je me pose bien la question de savoir à quel âge est-ce qu'elle s'est mariée. Parce qu'elle semble encore très jeune, oui. Je connais mon mari le 11 février 2000. J'ai 17 ans. Oui, c'est vrai. J'ai 17 ans. Et lui, il avait 23. Et on se met ensemble en 2003, En 2003, je rentrais de composer le probatoire IH. Et voilà, et le week-end qui suivait, les familles se sont entendues et on s'est mis ensemble. Donc là, on est ensemble depuis 2003. Et aujourd'hui, nous sommes en 2024. Donc, ça fait 21 ans de mariage. Nous étions tous très jeunes. Très jeunes. Et ça ajoute une difficulté parce qu'ils étaient jeunes. Parce que elle, ses repères, c'est avec lui. Et c'est votre premier amour. Ses repères, c'est avec le tout premier. Et le seul que vous ayez connu jusqu'à présent. Voilà. Donc, ça va être encore plus difficile pour elle. Parce que quand on vit, on a des repères. Et son repère, son cadre, c'est avec son mari. C'est-à-dire qu'elle sait que si elle doit sourire, il la regarde comme ça, il sourit. Son cadre de vie, elle n'a pas connu 10 hommes, 20, non, elle a connu une personne. C'est pour ça que c'est vraiment une moitié d'elle qui est en train de partir. C'est ce qu'elle a ressenti, c'est vrai. Maintenant, il faut qu'elle retrouve un nouveau cadre, qu'elle retrouve de nouvelles attaches. J'ai aimé qu'elle ait dit tout à l'heure, j'ai commencé à faire le sport. Il faut qu'elle retrouve qui suis-je? Qu'est-ce que j'aime? Est-ce que j'aime, je ne sais pas, manger ceci? Est-ce que j'aime sortir? Est-ce que j'aime voyager? Il faut qu'elle retrouve, même pas qu'elle retrouve, mais qu'elle trouve la personne qu'elle est. Parce que pour le moment, elle était la femme mariée, mais Aimée existe d'abord avant d'être femme mariée ou femme célibataire. Elle est un être humain à part entière. Elle doit retrouver en elle qui elle est. Qu'est-ce que j'aime? C'est quoi? Quels sont mes projets de vie? Elle doit se reprojeter sans cette personne qui malheureusement l'a laissée. Et ça va beaucoup aider dans sa reconstruction. Il faut vraiment qu'elle repense à se projeter, qu'elle se regarde à nouveau et qu'elle réapprenne qui elle est en réalité. C'est vrai qu'elle a achevé sa phase d'adolescence ces temps déjà, Madame Ténésso. Et donc, elle n'a pas eu le temps de se construire toute seule en tant qu'aimée. Et c'est maintenant qu'il va falloir le faire, maintenant que Monsieur Henri Ténésso n'est plus là. Est-ce qu'il vous est arrivé, Aimée, pendant que votre époux était vivant, d'aborder la question de la mort? Est-ce que vous avez souvent discuté sur cette question, se dire vraiment, s'il arrive demain que je ne sois plus là, voilà ce que je souhaite, voilà ce qui doit se passer? Est-ce que de temps en temps, vous abordiez ce sujet? Je te réponds immédiatement non.
Vous n'avez jamais pensé que la mort pouvait vous séparer? Jamais? Avec lui, pas de cette façon? Non, pas de cette façon. Avec lui, c'était... Déjà, il était tellement prudent et méticuleux que s'il fallait penser la mort, lui, là, aujourd'hui, non, c'était pas possible. Oui. Mais moi, par contre, je suis un peu du genre à toucher tous les sujets. Donc, j'ai pas de sujet tabou quand on est ensemble. Oui. Donc, avec lui, je lui disais toujours, mais man, on dit comme ça, là. Moi aussi, là, les affaires de vœux, c'est affaires comme on fait le commentaire, mais il est aussi introverti. Voilà, il ne parle pas. Il ne parlait pas beaucoup. Oui. Même ce matin, quand il part de la maison, puisqu'on s'est réveillé à 3h ce matin, on a parlé, on a beaucoup discuté. Oui. Et je lui ai parlé, nous avons parlé jusqu'à au niveau, je lui ai dit, mais chérie, vrai, l'affaire de mort, là, gars, l'effet de veuvage ici là. Regarde tel. Ce sont les situations qu'il ne faut pas souhaiter à quelqu'un. Il sourit, il reste là. Je lui ai dit jusqu'à dire que moi, je ne suis pas attaché au matériel. Si un jour tu n'es pas là, mon frère, si on me fait un genre, moi je libère les lieux. Oui. Mais il ne m'a rien dit. Oui. Il n'a pas fait de commentaire. Mais ça ne fait pas que c'était testamentaire mon commentaire. Oui. Sauf que... Oui, parce que vous avez abordé la question quelques heures avant qu'il décède. C'est pour ça que... Et il n'a pas réagi. Il n'a pas réagi. Oui, peut-être parce qu'il sentait qu'il est en train de partir. Parce qu'il y en a qui disent que quand quelqu'un va mourir, 2 semaines avant, elle a des signaux qui lui montrent qu'elle va mourir et elle a des réactions. Peut-être aussi, c'est comme la nature qui vous a mené à mettre sur la table cette question. Lui, d'abord, il est introverti. Oui. Il ne parle pas beaucoup. C'est moi je suis extraverti, oui. Mais lui, il est plutôt mon contraire. Oui. Voilà. Donc, et moi, je n'ai pas de sujet tabou. Mais lui n'a pas fait de commentaire, mais c'est pas comme s'il ressentait un truc. Oui. Parce que s'il avait ressenti quelque chose, je crois qu'avec toutes les causeries que nous avions eues ce matin, il devait quand même lâcher quelque part. Il allait laisser le laisse. Oui. Mais par contre, moi, je ne sais pas pourquoi je faisais ce commentaire. On parlait de tout, on parlait de rien, jusqu'à ce qu'en sortant, il me dit, bon, quand je dis que, man, je ne repars, non, j'ai besoin d'argent. Mais que, ouais, toi aussi, j'ai besoin des ondes positives. J'ai dit que, chérie, tu parles déjà des ondes positives. Ok, je te transmets des ondes positives. C'est comme ça qu'il part. Oui. Donc, à la question de si je ne suis pas, non, il n'avait jamais envisagé cela. Oui. Il n'avait pas pensé. Peut-être plus tard, mais pas le moment. C'était pas, voilà. À 44, est-ce qu'on peut se projeter dans l'amour? Non, je pense pas. Ah là là, voilà, nous sommes en train de nous acheminer à la fin de ce programme. Dame 10 mots, un dernier mot pour réconforter ces personnes, ces veuves, ces veufs qui traversent des moments très difficiles parce que parfois on voit l'absence, mais il y a aussi qu'il y a une charge qui désormais est la nôtre à nous tout seuls. Une femme qui se retrouve en train de prendre en charge toutes les responsabilités, tous les frais qui étaient supportés jusque-là par le mari. Du jour au lendemain, comme ça vous tombe dessus. Même si vous travaillez, il faut dire que demain sont différentes d'une seule main et vous vous retrouvez comme handicapé et des enfants qui à leur tour sentent qu'il y a quand même quelque chose qui a changé avec le départ du papa ou de la maman, parce que pour la maman parfois c'est qu'il y avait quelqu'un quand même pour faire à manger, il y avait quelqu'un quand même au sortir de l'école qui était là pour s'assurer que les devoirs ont été faits, la journée s'est bien passée, en attendant que les papas qui traînent très souvent dehors avec les amis arrivent. Donc, tous ces changements-là, comment est-ce que les veuves peuvent essayer de les combler, de les adapter, en fait, pour sortir? Je voudrais juste dire, s'il vous plaît, ne vous considérez pas comme veuve, parce que ce sont des étiquettes. Moi, j'aimerais que vous vous considériez comme des êtres humains. Vous êtes une femme, vous êtes un homme. Vous êtes une femme. Et parce que vous êtes une femme, si vous vous rendez compte que vous n'avez plus de source de revenus, en tant que femme, il faut que je trouve quelque chose pour me rapporter de l'argent. Si vous êtes un homme et que vous n'avez plus votre conjointe, vous restez un homme. Et en tant qu'homme, face à une difficulté, comment je fais pour m'en sortir ? C'est vrai que c'est le nom qu'on a donné, mais l'étiquetage de ces personnes-là les met en marge de la société. Donc, je voudrais dire à tous ceux qui m'écoutent, vous êtes d'abord des êtres humains. Vous êtes aussi normaux que tous ceux qui sont en chemin. Oui. Perdre un être cher, ça aurait pu être un enfant, ça aurait pu être un parent, c'est un conjoint, c'est ceci. Vous êtes aussi normaux que tous ceux qui sont sur le chemin. Ne baissez pas les yeux.
en marchant. Ne vous imaginez pas que vous êtes les moins que rien, que vous êtes les parias de la société, que vous n'êtes plus assez bien, vous êtes des demi-personnes, on ne vous appelle plus. Non. Vous êtes des êtres humains normaux. Si dans une famille, on ne vous considère plus, recréez-vous vos mouvements, sortez, allez, si vous avez des proches, une chorale, l'équipe du dimanche pour jouer au football, reconstituer un avenir parce que vous devez vivre. Oui. Et si vous vivez... Je risque d'oublier, c'est vrai que depuis j'ai envie de réagir. D'accord. Est-ce qu'il est important d'avoir une assise avec les enfants quand le conjoint est parti? Très important pour échanger avec eux et leur dire ce qui va désormais changer dans la vie de famille avec le départ du père ou de la mère. Oui, c'est capital, mais ça c'est extrêmement capital. Et dire réunion de famille, ça peut faire peur aux enfants. Si on dit réunion de famille pour dire comment ça va se passer désormais, les enfants peuvent avoir peur et se sentir en insécurité. Il faut vraiment les faire asseoir, faire cette réunion de famille, mais amener le sujet en disant, bon, on va simplement se réorganiser. Papa n'est peut-être pas là physiquement, etc., mais on va se réorganiser pour pouvoir ça risque d'être un peu difficile la maison. Dans les mois à venir. Si ça arrive qu'on n'a pas quelque chose, on va travailler le contentement. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, maman, on va travailler le contentement. Moi, je vais me donner de tout mon cœur pour qu'on ne puisse manquer de rien. Papa aurait souhaité ça et j'ai besoin de votre aide. Est-ce que vous voulez bien m'aider pour que tous ensemble on réussisse à s'en sortir? Oui, maman, on veut t'aider. Que vous puissiez vraiment, ne dites pas, oui, votre père est mort, vraiment, ça va être dur. Si vous amenez ça de façon négative, ça peut braquer l'enfant, il va se ressentir en insécurité. Mais amenez ça en disant, ok, on le voit peut-être plus aujourd'hui, peut-être que voilà, on va le retrouver un jour lorsque Jésus reviendra ou lorsque je ne sais pas quelle est votre croyance. Selon votre obédience. Selon votre obédience. Mais en attendant ce moment-là, il aurait souhaité. Parce que quand vous dites à l'enfant, il aurait souhaité que tu sois premier de la classe, il aurait souhaité. C'est un truc qui booste l'enfant. Il se dit, waouh, si papa était là, c'est qu'il aurait souhaité que je sois une grande dame, etc. Et ça booste l'enfant. Ça booste l'enfant qui se dit, il faut que je réussisse à être ça. Parce que papa aurait souhaité me voir comme ça. Voyez, donc c'est très important de faire cette réunion-là pour pouvoir amener les enfants à se dire, bon, on a une nouvelle réalité, mais ça ne change pas. Et puis, il faut bien leur dire que l'amour que vous avez pour eux ne changera pas d'un iota. Et voilà, vous êtes toujours là pour eux, vous serez toujours là pour eux, etc. Ça, c'est terriblement rassurant pour les enfants. Et passez beaucoup de temps désormais avec Passez du temps avec les enfants et écoutez-les. Ne criez pas, oui, depuis que ton père est parti, n'entrez pas dans ça. N'entrez pas dans ça. L'enfant souffre et l'enfant manifeste sa souffrance n'importe comment. L'enfant peut devenir rebelle, l'enfant peut devenir ceci, etc. Écoutez l'enfant. Ok, tu fais asseoir ton enfant, tu as posé cet acte, pourquoi? L'enfant te dit, oui, maman. Tu dis, l'enfant, parfois, il va descendre au fond de sa pensée. Vous allez vous rendre compte qu'il a une peur au fond. Et si vous ne l'écoutez jamais, vous n'allez jamais comprendre le problème et vous n'allez jamais pouvoir le résoudre. Vous voyez, ça peut être la peur, ça peut être qu'à l'école, tout le monde, il y a la fête des pères et tout le monde dit, mon père a fait ceci. Et puis l'enfant commence à être un peu violent, un peu ceci. Si vous grondez, vous tapez, etc., vous n'allez pas résoudre le problème. Il faut parler davantage aux enfants. Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu as ressenti aujourd'hui à l'école? L'enfant te dit ça, son sentiment, son émotion. Il faut faire sortir ça. Et l'enfant va prendre cette bonne habitude de partager son émotion. Vous pouvez corriger donc lorsqu'il a partagé et puis ça va être sain. Donc, tous ceux qui nous écoutent, pour terminer peut-être ce que je disais tout à l'heure, vous êtes des êtres humains à part entière. Vous n'êtes pas des demi-personnes parce que quelque chose vous est arrivé, une autre personne peut perdre un pied, ça ne fait pas de vous une demi-personne. Vous êtes une personne à part entière, vous avez le droit à la vie, vous avez le droit de respirer, vous avez le droit de chanter, vous avez le droit de recommencer à vivre, vous avez le droit de tout ça. Ça fait partie de la vie d'avoir des coups durs. Vous pouvez perdre un enfant, vous pouvez perdre un parent, vous pouvez perdre un conjoint, vous pouvez perdre n'importe qui, mais ça fait partie de la vie. Regardez en avant, regardez plus loin que la situation dans laquelle vous êtes, comment je fais, et rendez tellement grâce au ciel pour la première partie. Repensez à tout ce qui a été positif. Je suis heureuse parce que vraiment j'ai pu avoir la grâce, la chance, tout ce que vous voulez, d'avoir cette première partie de vie qui était si agréable. Maintenant, la deuxième partie, voilà, je me mets en position. Parce que quand vous êtes bien, vous attirez des choses positives. Tout à fait. Et voilà, ils vous disent, ok, maintenant, je m'ouvre à la vie, je peux avoir de nouvelles rencontres, pas forcément homme-femme, mais ça peut être de nouvelles amies, ça peut être un travail, une promotion. Il faut être dans le bon état d'esprit pour pouvoir avancer. Même si c'est difficile, il faut se parler et se remotiver pour pouvoir avancer. Et si vous êtes en difficulté,
appelez-nous. Et si vous n'arrivez toujours pas à vous en sortir, il y a un livre ici qui s'appelle Guérir de mes blessures du passé, que vous pouvez retrouver à ABK, qui va vous aider. Guérir de mes blessures du passé, en vente chez ABK, qui vous permettra d'avoir, si vous avez ça au chevet du lit, à chaque fois vous allez le lire pour pouvoir vous en sortir. Voilà. Aimé Ténesson, on sort de ce programme aujourd'hui. J'espère que ça vous a fait beaucoup de bien de partager ce plateau avec Dame Dimo, de partager votre histoire avec nous. On se dit quoi pour sortir de notre émission? Pour sortir de notre émission, je dis merci à Dame Dimo parce que je l'ai contactée, on a discuté, elle m'a dit qu'elle restait disponible tant que je voudrais avoir causé avec mon équipe, avec les femmes veuves. Donc je dis déjà merci à Dame Dimo, vraiment merci, ça me va droit au cœur. Merci à toi Fifi. Merci. Merci pour ta disponibilité et tu as toujours été présente. C'est grâce à toi que nous sommes là aujourd'hui. Maintenant, à tout mon réseau, à toutes celles avec qui je travaille, toutes ces femmes, j'aime pas trop utiliser veuve, non. J'aime cette personne en détresse, là, ça va aller. Bon, je vais leur dire non, il faut tendre la main aux personnes aussi qui traversent ces moments difficiles. C'est en aidant qu'on guérit également. Et je souhaiterais vraiment d'être active dans ce projet parce que le projet, non seulement il permet de se soutenir émotionnellement, d'avancer, mais aussi de promouvoir l'entrepreneuriat parce que il y en a plusieurs dans mon groupe là qui viennent toujours dire mon bailleur m'a chassé, je suis dehors, j'ai pas de ressources, je n'ai pas de travail, je veux de l'emploi. Non, mais maintenant il faut voir la chose différemment et nous mettons nos compétences pour faire avancer toute l'équipe. Par exemple, si tu sais ta passion c'est par exemple la restauration, nous utilisons nos compétences pour te faire être visible sur des plateformes numériques et voilà, c'est comme ça le départ de bref, c'est l'idée centrale du projet. Donc, je dirais à ces personnes-là de ne pas baisser les bras et de joindre les réseaux de soutien émotionnel. Et à ceux qui accompagnent, ceux qui sont proches des personnes qui ont perdu un être cher, je leur prie déjà d'être déjà très patient et d'écouter activement parce que c'est un moment très difficile. La douleur est indescriptible. Ce n'est même pas souhaité à quelqu'un. Sinon, on aurait dit, quand tu vas aussi perdre ton mari, tu vas savoir ce que ça fait. Mais ce n'est même pas souhaité, mais je dirais plutôt soyez indulgents, soyez plutôt à l'écoute parce que c'est un moment difficile et laissons le temps permettre de guérir et de guérir les blessures. Vraiment, je dis merci encore pour cette émission et je serai toujours disponible pour ABK pour de tels sujets. Et vous serez toujours invité à la table des échanges sur ABK parce que ça nous fait plaisir et partager toutes ces informations avec nos auditeurs, c'est aider également les personnes qui ne sont pas au courant de ce qu'il y ait des mouvements comme ceux-là qui existent, amener aussi ceux qui ont écouté l'histoire d'Aimé Ténesson aujourd'hui à comprendre qu'ils ne sont pas seuls, que ce soit les femmes veuves ou les hommes veufs, ils ne sont pas seuls à traverser ces moments, d'autres les ont traversés et puis avec le partage d'expériences, ils essayent d'avoir une idée de comment est-ce que ces personnes ont réussi à surmonter cela. C'est vrai qu'on reviendra sur ce que fait l'État pour les veuves dans le cadre de notre programme parce que là aussi c'est important de savoir la protection qu'on accorde à la veuve et à l'orphelin lorsque il arrive que celle-ci soit dans ce type de situation, une situation embarrassante. Merci très chers auditeurs. Dame Dimo, vous laissez votre contact? Oui, vous pouvez me contacter si vous avez besoin de suivi au 690 322 482 690 322 482. Voilà. Merci très chers auditeurs d'avoir écouté cette autre édition de Fina Family sur ABK Radio. Il a assuré la mise en onde de ce programme. Lui, c'est David Ma Jeunesse Vogo, Sidonie Ficac. J'étais derrière ce micro de présentation et j'ai eu comme invité ce jour Aimé Ténesson, qui est fondatrice du mouvement Secours pour les veuves
et les veufs également. Dans le cadre de cette émission, Dame Dimo née Barbara Ekoto, coach familial et spécialiste de la santé mentale, était également des nôtres pour nous édifier sur la question mise sur la table, surmonter les douleurs de la veuve et du veuf après, en fait, du conjoint après le décès de l'autre. Merci de nous avoir écoutés, merci d'avoir été là. À très bientôt sur ces mêmes ondes d'ABK Radio pour une autre édition de Fina Family. Les dérives observées dans la société sont souvent le corollaire de la qualité de l'environnement familial. Changeons notre société à partir de la cellule familiale, inculquons des principes, des valeurs dans nos familles et la société aura des citoyens vertueux. Fina Family, sans préjugés ni jugement, décrypte les réalités des familles monoparentales, recomposées et conventionnelles. Comprendre ce qui n'a pas marché, mais surtout proposer ce qui pourrait marcher. Fina Family, c'est tous les lundis et mardis, 16h-17h sur ABK Radio 89.9 FM. Fina Family, la famille est sacrée.